Donc, j'ai l'honneur d'inviter Cécile Evans, qui est présidente de notre section combustible, la section technique 5, qui va animer cette table ronde. Puis Julien Garel, Marion Popinel, Lionel Gueff et Stéphane Sarade. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre notre tour d'horizon sur le cycle avec cette fois-ci une focale un peu plus long terme sur les aspects cycle en considérant le renouveau du nucléaire en France et à l'export, comme ça vous a été présenté, mais en se focalisant plus particulièrement sur le renouvellement du parc PR2, sans oublier les réacteurs SMR et les réacteurs innovants qui sont aujourd'hui inscrits dans le cadre de l'appel à projet France 2030. L'autre sujet qui va être un intérêt fort de cette table ronde, c'est ce qui a été décrit ce matin et annoncé récemment par le gouvernement, c'est la confirmation de la stratégie du traitement recyclage jusqu'à l'horizon 2100 et l'ambition de la fermeture du cycle. Donc, pour couvrir ces thématiques, je vous présente les intervenants. Donc, Julien Garel, directeur adjoint de la division combustible nucléaire d'EDF. Marion Poupinel, directrice de la stratégie d'Orano Recyclage. Lionel Gueff, directeur de la business unit combustible de Framatome. Et Stéphane Sarade, directeur des programmes énergie du CEA. Et donc, je vais laisser la parole à Julien, qui va nous donner quelques éléments prospectifs sur le cycle de demain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Réflexion prospective sur approvisionner demain. Approvisionner demain, c'est un débat, un sujet qui passionne la totalité de la filière, mais aussi nos concitoyens. Ce qu'on souhaitait partager avec vous, c'est que s'approvisionner demain, on va garder nos fondamentaux que Jean-Michel a explicités sur l'aspect diversification, engagement long terme sur l'uranium naturel, mais on veut vraiment donner une vraie tonalité sur ce siècle à la question de l'économie circulaire, du recyclage. Il y a des décisions qui ont été prises en CPN, il y a un gros travail qui a été fait collectivement dans la filière avec EDF, Orano, le CEA, mais aussi l'APE, la DGEC. Laurent Cueny était là. Ces orientations industrielles, c'est des éléments qui sont importants parce qu'elles structurent et définissent le paysage des prochaines décennies. Et on a besoin naturellement, quand on définit ces schémas industriels qui ont des enjeux industriels, mais aussi des enjeux financiers notables et très, très conséquents, de se poser les bonnes questions. Et ce qu'on a souhaité partager avec vous, enfin ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement quelle est la réflexion prospective et quelles sont les dimensions que l'on se pose sur le cycle de l'uranium quand on travaille sur ces sujets-là. En fait, finalement, il y a assez simplement 3 dimensions ou 3 streamlines qui s'appellent et qui interagissent entre eux. La première, c'est la ressource d'uranium naturel. Notre collègue d'Orano a fait une excellente présentation, mais c'est le sujet que l'on regarde. Le deuxième stream qu'on regarde, c'est naturellement quels sont les parcs qui vont être présents dans les prochaines décennies ou sur le prochain centenaire. Et le dernier élément, qui est un point important et qui structure la filière industrielle que l'on souhaite, c'est finalement qu'est-ce qu'on va consommer dans ces parcs. Si on s'attache à la première partie, la ressource d'uranium. Il y a plein d'uranium jusqu'à la fin du siècle. Il n'y a absolument pas de sujet. Est-ce qu'on peut alimenter des parcs? Il n'y a pas de problème. Il y a des éléments toutefois que l'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui touche la consommation de l'uranium? Le premier élément, c'est le développement des parcs nucléaires mondiaux. Donc il y a des perspectives. Alors, il y a des perspectives très très ambitieuses.
C'est les perspectives qu'on a travaillées au sein du WNA, avec des scénarios de développement très ambitieux du nucléaire. Quand je dis très ambitieux, si vous prenez le scénario dit haut du WNA, on aurait un parc nucléaire mondial à peu près à 850 gigawatts. Actuellement, il est à 400 en 2040. C'est des perspectives très très ambitieuses. C'est-à-dire que très sincèrement, d'un point de vue scénario, nous on se projette plus à un développement certes marqué du nucléaire, mais certainement pas dans des périodes et des décennies aussi courtes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la consommation des ressources, même si elles sont présentes, mais elles sont préexistantes, on a des scénarios qui nous disent sur le centenaire, il n'y a pas de sujet. Sur le centenaire qui va démarrer par la suite, il faut qu'on regarde. Il faut regarder comment on s'adapte. Et c'est là tout le travail et la force de la stratégie française de traitement-recyclage et de cette volonté de tendre vers la fermeture du cycle. Ce que l'on voit en termes de conséquences, c'est que dans la composition du parc, cette composition, elle peut être de plusieurs natures. Premier élément, on a notre parc existant, ne retenez pas les courbes, vous allez tous me poser la question, mais est-ce qu'on parle des VD6, des VD7, ainsi de suite, peu importe, c'est un pourcentage, c'est une... Donc vous voyez qu'on a un parc existant que l'on va alimenter. Quelles sont les configurations qui peuvent changer? D'une part, la durée de prolongation de ce parc. Deux, effectivement, si, comme le disait Jean-Michel, nous faisons des campagnes allongées, CAMOX, nous faisons de l'augmentation de puissance. Ça a un impact sur les ressources d'uranium que nous avons besoin pour alimenter ce parc. Deuxième élément, le déploiement du nouveau nucléaire. Donc on a parlé, et je laisserai Vincent, parce qu'il est en conclusion, de parler des développements. On parle de 6 EPR, de 8 EPR. On voit bien que si on veut avoir un parc, ne serait-ce remplacer le parc existant, on parle plutôt de 30 EPR. Dernier élément, quand on se dit à la fin du centenaire, la ressource d'uranium voilà, comme les micros, on peut se dire qu'on a besoin de travailler sur qu'est-ce que va préfigurer finalement l'utilisation et quelles ressources on va utiliser, quel parc on doit mettre en œuvre. Ce parc-là, on pense effectivement à des générations 4, qui sont des réacteurs qui nous servent justement à fermer le cycle et à utiliser les ressources qui sont disponibles, donc notamment l'uranium appauvri et aussi le plutonium. Naturellement, tout ça, ça prend du temps, ça prend des schémas industriels très, très importants, et surtout, ça va se faire par vagues. Jean-Michel l'a dit, en termes de consommation de matière, avant, c'est simple, on ne consommait que de l'uranium naturel. Nous, on est ravis, EDF, et je pense dans l'ensemble de la filière, avec la relance de la filière d'uranium de retraitement cette année, ainsi que le recyclage du plutonium, c'est plus de 20 à 30% du parc à 2030 qui sera alimenté par de la matière recyclée. 30%. On n'est pas à simplement faire, excusez-moi de l'expression, du greenwashing en disant que nous recyclons 1% de notre matière. Ça va être 30% du parc qui vont être alimentés par des ressources recyclées, donc de l'uranium recyclé et du plutonium recyclé. Est-ce qu'on va s'arrêter là? La réponse est non. On travaille et on va travailler à ce qu'on appelle le multi-recyclage et donc d'avoir cette capacité de faire un deuxième cycle. Et quand est-ce qu'il va intervenir? Encore une fois, ne retenez pas des dates, mais c'est dans 20 ans, quand on aura fait ce premier cycle, on fera ce deuxième cycle. Et pendant ce deuxième cycle, on aura cette capacité à travailler justement sur les assemblages de demain. Et ces assemblages de demain, c'est quoi? Ça sera des MOX RNR, donc c'est des combustibles qui vont nous permettre d'alimenter le parc de génération 4 qu'on pourra construire alors avec des démonstrateurs, avec de l'expérimentation sur la deuxième partie du siècle, mais peut-être avec un déploiement en fin de siècle. C'est ça finalement, quand on parle de mots et quand on parle de stratégie, c'est finalement ça que l'on recherche. Alors sans spoiler la présentation de Marion, toutes ces réflexions-là qui ont animé le groupe de travail que l'on a fait avec la filière et la PE et la DGEC nous conduisent à avoir fait des... Je vais finir à la voix s'il faut. Nous a fait faire des choix industriels et Marion va pouvoir vous les présenter. Finalement, moi je retiendrai qu'une seule chose, c'est qu'on a réussi à trouver dans les schémas industriels cette possibilité d'accommoder l'ensemble des possibles. Voilà, les schémas industriels qui sont retenus sur le cycle de l'uranium français pour les prochaines décennies permettent d'accommoder ce qu'on appelle du mono-recyclage.
permettent d'accommoder du multi-recyclage et permettent d'initier, j'insiste là-dessus, d'initier des combustibles qui seront nécessaires au Gen 4. J'insiste sur le terme initier. Ils n'ont pas la capacité de faire la totalité de la génération du Gen 4, mais c'est déjà une forte avancée et ça nous donne une vraie force. Très sincèrement, quand on voit les ressources naturelles, on est assez convaincu que l'ensemble des autres pays viendront un jour dans notre schéma du recyclage et de l'économie circulaire qu'on met avant tout sur le prochain centenaire. Je passe la parole à Marion qui va nous parler un petit peu plus en détail des schémas directeurs de la plateforme de recyclage de Melox, enfin de la Hague et de Melox, qui est, comme ça a été dit ce matin, une pierre angulaire importante du cycle français. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et de participer à cette table ronde. Je voulais d'abord vous partager un sentiment personnel qui fait écho au discours d'introduction de Guillaume Durault. Que de chemin parcouru en quelques années, en 2 ans en fait. Si on se remémore 2 faits un peu générateurs, février 2022, discours du président de la République à Belfort qui relance la construction de réacteurs nucléaires. Et récemment, donc février 2024, le Conseil de politique nucléaire et dans la continuité de ce Conseil de politique nucléaire, la venue des ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure à La Hague, qui confirment que l'État s'engage dans une stratégie de traitement-recyclage des combustibles usés au-delà de 2040 et dans une stratégie de fermeture du cycle. Donc en 2 ans, un paradigme fort qui a changé au niveau de la filière nucléaire. Maintenant, l'ambition est claire, celle de l'État est claire. Maintenant, à nous, industriels, de l'honorer et de délivrer. Donc Julien vient de présenter les ambitions du parc d'EDF en termes de capacité et de dimensionnement et d'usage de matière. Maintenant, il nous incombe à nous, Orano, de gérer et d'optimiser nos usines pour répondre aux besoins et assurer la fourniture du combustible. Avec une vision industrielle à 3 temps. Une première étape qui est à court terme, à l'instar de ce que fait EDF sur la prolongation de son parc actuel. Nous avons la conviction, Orano, que nos usines de Laval, nos usines de Melox, nos usines de traitement-recyclage à La Hague ont la capacité de fonctionner au-delà de 2040. Nous en avons la conviction et par conséquent, notre première priorité aujourd'hui, pour nous projeter au-delà de 2040, c'est de sécuriser, d'évaluer notre capacité à fonctionner au-delà de 2040. Avant 2024, on ne faisait pas rien, mais tout notre programme de maintien en conditions opérationnelles, qu'on réalise de manière sérieuse sur nos usines, va être complété par une approche en 2 axes. D'abord, nous avons décidé de renforcer le diagnostic de nos installations. Nous allons doubler le nombre d'investigations qu'on va faire sur tous les équipements de nos installations à La Hague pour faire un diagnostic complet et approfondi de la situation. Et deuxièmement, nous allons aussi lancer des investissements ciblés à des endroits très particuliers du procédé dans l'objectif en fait, de renforcer la résilience du système, de gagner en redondance et pour se dire que dans tous les cas, même si un pépin non identifié arrive, on saura assurer le flux et on saura répondre aux besoins. Donc ça, cette première étape-là va permettre à nos usines de continuer à fonctionner, à fabriquer et à répondre aux besoins du parc actuel et également le début du parc PR2. L'objectif est de prolonger nos usines. L'ambition aujourd'hui qu'on se fixe est 2040, 45, 50. On aura la date plus précise, entre guillemets, à l'issue de ce diagnostic approfondi qui nous permettra de dire voilà, quel est l'effort à parcourir et jusqu'où on peut aller. Donc cette première étape qui permet déjà de sanctuariser et de perpétuer le modèle actuel du traitement-recyclage et tous les bénéfices pour la société va être complétée parce qu'à moyen terme, donc dans toutes nos usines vont devoir être renouvelées. Nos usines ne sont pas éternelles. À un moment, il y a des investissements conséquents qu'il faudra faire et il y a des équipements qu'on ne pourra pas remplacer. Il y a un nécessaire renouvellement de ces installations doit être préparé. Et ça, c'est quelque chose, nos usines sont... la filière nucléaire est une cinétique au temps long. On s'y prépare dès maintenant à lancer des études de quelles pourraient être ces nouvelles usines de traitement et de recyclage de combustibles usés qui viendront donc prendre le relais de nos usines actuelles. Alors la difficulté, c'est que ces usines-là, elles vont fonctionner jusqu'à la fin du siècle. Et aujourd'hui, donc, la donnée de base de dimensionnement par rapport à toutes les évolutions potentielles qu'on identifie est un peu difficile à stabiliser. C'est pour ça qu'on les a conçues de manière agile, et je développerai plus tard, pour répondre aux besoins d'EDF, en socle, c'est notre base, mais également de manière évolutive pour pouvoir répondre à d'autres besoins qui peuvent venir d'autres clients, mais également permettre le déploiement du multirecyclage dans les réacteurs de technologie actuels, qui permet de traiter tout type de combustible usé
les MOX, les URE et les UNE, et qui permet aussi d'accroître l'économie de ressources par rapport à la situation actuelle. Et puis, cette nouvelle génération d'usines, il faut aussi préparer le long terme. Et là, on la prévoit pour qu'on puisse y implémenter les prototypes, les pilotes, qui permettront en fait de développer le cycle de la 4e génération qui interviendra à plus long terme. Donc si on regarde plus en détail le schéma industriel, donc on a travaillé avec EDF en lien avec le CEA l'année dernière. Donc on l'a construit modulaire et flexible de manière à ce qu'il puisse s'adapter au déploiement des nouveaux réacteurs de la filière. En complément de la prolongation de nos installations existantes, ce que nous avons proposé au Conseil de politique nucléaire, c'est la réalisation d'une seconde usine de fabrication de MOX REL qui sera située sur le site de La Hague. Cette usine donc qui a en base la capacité de répondre aux besoins du parc EPR2 pour fabriquer du combustible MOX. Ça c'est un acquis et c'est notre base. Néanmoins, pour préparer l'éventuel déploiement du multirecyclage, nous l'avons aussi prévu par conception pour pouvoir gérer et traiter du plutonium de qualité fissile dégradé, qui va être le cas si donc nous fabriquons du multirecyclage, des combustibles MOX 2e tour. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intégré dans la conception de l'usine. Et après, l'avantage du multirecyclage, c'est quelque chose qui est flexible, qui est réversible et qui est adaptable en fonction des besoins du parc. Et il est possible, si on veut avoir un plein déploiement ou un déploiement important du multirecyclage dans les parcs EPR2, d'avoir en revanche besoin de capacités de fabrication de MOX complémentaires par rapport à un parc en monorecyclage. Voilà, globalement, aujourd'hui, si on a un parc dans lequel on déploie du multirecyclage de manière complète, il faut fabriquer 200-250 tonnes de MOX. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, on n'a pas pris ça en données de base de notre usine. Néanmoins, on a sécurisé un endroit, un espace, enfin à proximité de l'usine, pour avoir la capacité d'implémenter une capacité complémentaire de fabrication de combustible MOX 2, dans le cas où un plein déploiement du multirecyclage était décidé, donc à horizon 2050-2060. On n'anticipe pas des dépenses, néanmoins on préserve la possibilité au cas où le contexte nous pousse à déployer le multirecyclage. Et pour compléter, parce qu'il y a les réacteurs de technologie actuels et puis aussi les réacteurs de 4e génération, avec un futur démonstrateur RNR NA filière qui pourrait arriver aux alentours de 2050-2055. Ce qu'on a également proposé, c'est dans cette usine de fabrication de combustible MOX, d'installer une petite capacité de fabrication de combustible MOX RNR. C'est vraiment une petite capacité pour alimenter des pilotes. Ce n'est pas une capacité industrielle, mais l'objectif, c'est de roder le procédé, de pouvoir alimenter les démonstrateurs. Et après, voilà, le déploiement de cette capacité industrielle peut éventuellement être un petit peu différé en fonction des besoins. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a souhaité préserver pour conserver la possibilité de progresser vers la fermeture du cycle. Après, donc, j'ai beaucoup développé sur la fabrication du MOX. Notre capacité de traitement de combustible usé à La Hague est en fait définie en miroir des besoins pour la fabrication du plutonium, de combustible MOX, pour du coup alimenter en plutonium l'usine de fabrication de MOX, avec du coup une usine qui est modulaire, un premier module de traitement recyclage qui pourrait être complété par un deuxième module pour doubler la capacité de traitement recyclage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la finalité de cette usine, ça sera dans un premier temps de traiter du combustible MOX. La fermeture du cycle, la progression vers la fermeture du cycle, le multirecyclage amène à mobiliser plus de plutonium. Et donc nos futures usines de traitement recyclage à La Hague auront la capacité de traiter de manière industrielle du combustible MOX, REL, je précise, pour pouvoir donc alimenter en plutonium la fabrication de MOX. Et en complément aussi, parce qu'on prévoit le long terme, les RNR, il faut aussi pouvoir les recycler, il faut aussi pouvoir confirmer et valider le procédé pour traiter et recycler les combustibles RNR. Donc c'est aussi une option qu'on prévoit, vraiment en miroir de la ligne de fabrication de MOX RNR, une option qui permettrait de traiter des combustibles MOX RNR. Alors, c'est une option qui peut avoir déjà des intérêts aujourd'hui. On a des combustibles MOX RNR qui ne sont pas traités, qui pourraient aussi être utilisés pour traiter des inventaires, une petite ligne qui est assez versatile. Donc voilà globalement aujourd'hui tout le schéma industriel qui a été défini avec les partenaires, qui permet d'avoir quelque chose d'adaptable, s'adapter en partant du besoin en monorecyclage du parc EPR2 qui est établi, et de pouvoir progresser, évoluer vers éventuellement du multirecyclage dans le parc EPR2 avec une intensité qui reste à ajuster en fonction des besoins, et aussi qui prépare l'arrivée des réacteurs de 4e génération. Après, en complément des travaux que nous avons menés avec la filière, il y a aussi d'autres acteurs aujourd'hui qui peuvent porter des besoins concernant le cycle. Et notre ambition, Orano, est de soutenir donc le développement de tous les réacteurs innovants avec un prisme particulier
c'est de soutenir les réacteurs innovants dits RNR rapides, donc qui permettent de concourir et de participer à la fermeture du cycle, et aussi de progresser et de s'impliquer sur les réacteurs innovants, les réacteurs à sel fondu convertisseurs d'actinides, qui permettent de convertir les actines mineurs et donc du coup de réduire sensiblement la radiotoxicité des déchets. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a en cours avec les acteurs et les partenaires de ces différents projets. Et les solutions industrielles qu'on peut proposer peuvent compléter le slide précédent, parce qu'on voit que des fois les échéances temporelles ne sont pas exactement les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc il y a peut-être des besoins ou des compléments un peu plus tôt. Enfin, on y travaille. La difficulté, enfin le challenge aujourd'hui qu'on a, c'est de trouver des solutions et de réussir à proposer des solutions qui soient acceptables pour les porteurs de projets, mais qui néanmoins aient un certain réalisme industriel suffisant pour que nous puissions les endosser. Donc c'est une ligne de crête qu'il faut trouver, et on a des discussions riches sur tous ces sujets-là. Mais en tout état de cause, nous voyons vraiment avec un regard très bienveillant et favorable le déploiement et l'arrivée de ces concepts-là, qui ne sont pas en concurrence avec ce que veut faire au niveau de la filière. C'est plutôt, on les voit comme des concepts qui permettront de cristalliser des compétences, de travailler sur des projets, qui permettraient de relancer une supply chain, de relancer tout un tissu industriel sur des technologies qui, à terme, seront bénéfiques pour la filière. Il n'y a pas de conflit ou de concurrence entre les deux projets, c'est vraiment une étape intermédiaire aussi en termes de gestion de matière qui est intéressante à regarder et qu'on souhaite soutenir avec toutes les difficultés de vision un peu différentes qu'on peut avoir les uns les autres. Merci Marion. Donc on va passer à Lionel qui va nous parler de la feuille de route d'approvisionnement du combustible, les LWR, mais aussi des développements pour les nouveaux combustibles pour les réacteurs innovants. Merci Cécile. Donc comme oui, on a un peu défloré le sujet tout à l'heure, donc on contribue aujourd'hui et demain. Et d'ailleurs la photo là quelque part est un peu une illustration, parce que pour ceux qui ont l'œil, hein, donc ça c'est un combustible Gaia, donc c'est quand même la plateforme qu'on est en train de déployer globalement chez l'ensemble de nos clients PWR. Et pour ceux qui ont un œil vraiment très affûté, dans l'angle, on voit que le crayon a une couleur légèrement différente, puisqu'en fait c'est un crayon Protect qui est revêtu en chrome. Donc ça c'est un combustible qui a fait en fait 3 cycles dans un réacteur aux États-Unis, 3 cycles de 18 mois, et on est en train de dépouiller les résultats qui sont très très bons. Donc on va pouvoir communiquer très bientôt. Donc en gros, c'est la plateforme qui va servir à accompagner là, les décennies qui viennent. Et puis Protect, je vais revenir dessus, c'est notre développement d'accident tolerant fuel. Donc si on regarde simplement la montée en puissance de notre outil industriel, donc je reviens un tout petit peu sur la partie d'aujourd'hui, enfin alimenter le parc d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'uranium, c'est évident, hein, c'est important. Je vais commencer en haut à droite par vous parler d'un autre métal qui s'appelle le zirconium. Puisque quelque part, si on veut une filière souveraine, eh bien, il faut du zirconium. C'est assez facile d'en trouver. Le problème, c'est que dans la mine du zirconium, il y a du hafnium en même temps. À peu près 2% et demi. Hafnium a une certaine qualité qui est vraiment l'antagoniste du zirconium, c'est-à-dire qu'il absorbe très bien les neutrons. Donc en gros, pour l'utiliser dans la filière nucléaire, il faut absolument séparer les deux. Et nous employons, c'est notre outil industriel, à commencer la première étape par effectivement fabriquer notre zirconium de qualité nucléaire. C'est le site de Jarry, enfin il est cité en tout petit là, mais c'est effectivement un procédé un peu particulier pour séparer ces deux métaux. Et puis accessoirement, le hafnium, quelque part, c'était presque un sous-produit presque fatal. Aujourd'hui, il se trouve que dans le nucléaire, ça a certains usages que je ne commenterai pas ici, mais ça peut aussi avoir beaucoup d'usages dans l'électronique, dans beaucoup d'industries, y compris l'aéronautique. Et aujourd'hui, les capacités mondiales sont insuffisantes pour les marchés hors nucléaire. Et on a annoncé récemment qu'on allait investir dans Jarry, qu'on allait continuer d'investir plus précisément, pour augmenter la capacité de production et de zirconium et de hafnium. Mais c'est important parce que finalement, quand on parle de souveraineté alors ça a été le sujet longuement évoqué déjà aujourd'hui, ça passe aussi par la capacité à s'approvisionner tous les sous-composants qui sont utiles à faire un combustible nucléaire. Donc l'uranium, je ne reviens pas dessus, mais le zirconium, ça en fait partie. Il y a certains alliages spéciaux d'acier, un Inconel ou autre, sur lesquels on est en train de regarder de près là aussi. La supply chain mondiale, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, les perturbations sont très importantes, et par moments c'est très compliqué de trouver simplement un morceau d'Inconel pour fabriquer quelque chose, un ressort ou quelque chose comme ça pour un combustible. Donc là aussi, sur le site du GIN, on va continuer à investir pour avoir nos propres capacités d'élaboration de métaux. C'est des sujets dont on parle un peu moins, hein, évidemment, cette partie-là, mais qui sont vraiment fondamentaux quand on veut parler de souveraineté. Après, si je regarde en haut à gauche, Romand, c'est notre usine phare en France. Alors, on n'a pas que Romand, et vous verrez qu'il y a aussi d'autres usines qu'on utilise dans le monde, hein, notamment en Allemagne et aux États-Unis, et puis des usines qu'on alimente en Chine aussi.
Mais globalement, Roman, c'est notre vaisseau amiral. Et c'est là, effectivement, qu'on a fait l'année dernière, pour la première fois, à nouveau, j'aurais tendance à dire, puisqu'on savait fabriquer ça jusqu'en 2010, donc des assemblages URE qui ont été chargés en réacteur cette année. On continue à travailler l'outil industriel parce que, évidemment, les besoins augmentent. Alors, je ne parle même pas du triplement de la capacité nucléaire mondiale. Pour l'instant, je parle simplement d'accompagner le parc, les EPR, parce qu'aujourd'hui, on fabrique des recharges pour les EPR, que ce soit les 2 EPR en Chine, que ce soit OL 3 qui est juste en arrêt de tranche en ce moment et qui va bientôt redémarrer, et Flamanville qui va évidemment très bientôt démarrer. Donc ça augmente la capacité nécessaire de production, et c'est ce qu'on fait sur l'usine de Romans avec plus de 1000 tonnes visées, et plus le temps passe, plus on vise des tonnages légèrement supérieurs à ça. Le passage au combustible Gaïa, alors ce n'est pas un problème de capacité, là, c'est de capacité de fabrication, c'est plus une nouvelle technologie, c'est des nouvelles grilles, ça a beaucoup d'avantages. Donc ça, on prépare l'ensemble de notre supply chain à être capable de faire ça. Fabrication de crayons gadoliniers, ça c'est pareil, c'est un sujet de souveraineté dont on discute beaucoup évidemment avec EDF. On sait fabriquer des crayons gadolinium un peu partout, mais là l'idée c'est de le faire en France, pour être totalement souverain, encore une fois, sur l'ensemble des morceaux utilisés pour fabriquer un combustible livré au parc. Et puis, qualification croisée des usines, ça c'est évident, c'est pareil, c'est Security of Supply. Romans, c'est notre usine phare, très importante, qui monte en puissance, mais on ne peut pas se reposer uniquement sur Romans. Donc on a des qualifications croisées, que ce soit avec Lingen en Allemagne, que ce soit avec Richland aux États-Unis ou avec d'autres types d'usines. En bas à gauche, j'ai beaucoup entendu parler de HALEU. Ça me permet de signaler quand même que toujours sur le site de Romans, on a une unité qui s'appelle CERCA, qui est en fonctionnement depuis les années 60, certains d'entre vous connaissent bien, et qui met en œuvre le HALEU depuis les années 60. Donc on est quand même l'utilisateur unique quasiment du HALEU en Europe, pour les réacteurs de recherche, évidemment, pour faire aussi des cibles pour le médical, puisqu'en fait ces cibles, une fois irradiées, servent à fabriquer le molybdène 99, qui est un des isotopes utilisés pour faire notamment du diagnostic en cancérologie. On a aussi repris les fabrications de ce qu'on appelle TRIGA. Là, ça devient un truc de spécialiste, mais souvent ceux qui ont fait des thèses ou qui ont fait des formations de docteurs en génie atomique ont pu jouer quelque part avec des réacteurs TRIGA. Alors, ils ont été conçus pour être résistants à tout, y compris à des doctorants. Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est des réacteurs très tolérants, avec un combustible très particulier qui est uranium, zirconium, métal et hydruré. Donc ça, c'est un peu spécial. On a redémarré les fabrications et c'est important pour les réacteurs de recherche. Mais finalement, c'est déjà aussi un précurseur de certains réacteurs avancés. Il y a des réacteurs aux États-Unis qui s'appellent Marvel, qui sont des tout petits réacteurs qui peuvent servir à plein de choses et qui reposent exactement sur ce combustible-là aussi. Et donc ça, c'est une joint venture qu'on a d'ailleurs avec General Atomics et qui est aussi une des briques pour dire qu'on alimente le aujourd'hui, mais on alimente aussi le demain à partir de là. Et c'est un gros investissement qui a été consenti sur le site de CERCA, sur le site de Romans, avec une installation qui, encore une fois, est capable de mettre en œuvre du HALEU jusqu'à 20%, uranium-235, et qui, en réalité, peut être alimenté au-delà, puisqu'il y a encore 3 réacteurs en Europe qui utilisent effectivement de l'uranium enrichi au-delà de 20%, et c'est une unité civile qui est capable d'alimenter ces réacteurs aujourd'hui. Et puis, en bas à droite, un sujet qui commence effectivement à être très important en Europe, c'est les combustibles VVER, qui sont aujourd'hui alimentés quasi exclusivement, on va dire, par la Russie, et sur lesquels on se positionne pour être capable de... On va modifier nos usines, que ce soit en Allemagne et Romans, pour être capable de fabriquer aujourd'hui le même combustible que celui qui est en réacteur, en attendant d'avoir un développement d'un combustible propre, qui sera notre propre design à nous, Framatome, mais qui va prendre un peu de temps pour être licencié en réacteur. Donc voilà un petit peu la montée en puissance de l'outil industriel sur les besoins d'aujourd'hui, et vous voyez que ça déborde déjà un tout petit peu sur les besoins de demain. Après, on fait des évolutions de produits pour accompagner alors, la flotte d'aujourd'hui, et j'ai marqué dans le titre tous les réacteurs à eau légère des prochaines décennies, puisque essentiellement, quand on parle de SMR, c'est très souvent en fait un PWR qui utilise des briques existantes, à tel point que si vous regardez en bas à droite, un combustible pour un SMR, c'est un combustible d'aujourd'hui raccourci. On le coupe en deux, il fait 2 mètres de haut à peu près, et on utilise typiquement du Gaïa, ou ça peut être d'autres types de combustibles, comme ça, pour un certain nombre de concepts, que ce soit Nuard, mais on a aussi la capacité à travailler avec d'autres SMR, et notre stratégie, c'est évidemment de les accompagner là-dessus, sachant qu'on utilise des choses existantes. Les alliages sont existants, les designs sont existants, et on fait des tests de thermohydraulique, parce qu'effectivement, sur 2 mètres, le comportement est un tout petit peu différent, mais j'aurais presque tendance à dire qu'à la limite, c'est plus facile. En haut à gauche, vous voyez des choses un peu plus nouvelles par contre. Donc là, c'est l'usine de Richland.
Donc c'est notre usine qui se situe aux États-Unis, hein, dans l'État de Washington, qui est en fait une usine très bien notée. Ça fait partie des 3 usines qui ont été notées par le CEA dans la présentation précédente, qui a un très bon track record avec la NRC. C'est reconnu de tous les clients, parce qu'en général, les clients, ils font les 3 usines, hein, que ce soit GE ou Westinghouse ou la nôtre, et qui dit quand même elle est en bon état, c'est vrai. On a investi déjà depuis de nombreuses années, et on continue d'investir. Et aujourd'hui, l'investissement en cours et qui va bientôt démarrer, c'est ce qu'on appelle le LEU+. Alors je suis désolé, mais dans les enrichissements, effectivement, il y a quelques nuances. Et donc là, c'est le légèrement supérieur à 5%. Ce n'est pas encore du 20%, il faut être clair. C'est plutôt dans la gamme des 7-8%. Ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à faire des cycles longs. C'est-à-dire qu'en gros, sur le marché américain notamment, on aime bien pouvoir arrêter le réacteur quand le prix de l'électricité est très très bas et de pouvoir choisir un petit peu les durées, voire de pouvoir faire des cycles de 24 mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un produit qui fonctionne bien, qui s'appelle Gaia, qu'on commence à déployer largement aux États-Unis, qui permet effectivement d'aller sur ces cycles longs avec des taux d'épuisement assez importants. Et donc l'enrichissement qui l'accompagne, c'est un enrichissement légèrement supérieur à 5%. Et donc notre conversion, alors de temps en temps dans le vocable on n'est jamais trop d'accord, c'est une déconversion, je sais bien, mais notre déconversion en fait sur le site de Richland, aujourd'hui elle est largement capable de faire du 5%. On est en train de la modifier justement pour cette gamme de 5 à 8%. Donc ça c'est ce qu'on appelle AFM, Advanced Fuel Management, hein, c'est donc les cycles de 24 mois avec notre combustible Gaia pour faire court, et en général en adaptant aussi le Protect, c'est-à-dire en gros la gaine chromée, qui permet effectivement de gagner encore de la marge sur un certain nombre d'accidents. J'en parlais donc justement à l'instant, hein, Accident Tolerant Fuel, enfin IATF si on veut être précis. Donc là on voit des livraisons qu'on a pu faire aux États-Unis, mais globalement on a une technologie qu'on a la faiblesse de penser comme étant en pointe et clairement devant la concurrence sur notre façon de faire le revêtement chrome de nos gaines. Et comme je le disais tout à l'heure, on a pu avoir des irradiations d'Angus Gun, on en a aux États-Unis aussi, jusqu'à plus de 60 000 MWh, où ça se passe très très bien. Le revêtement chrome reste là. Et le revêtement chrome, il n'est pas révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas d'eau dans le réacteur, ça ne va pas changer globalement la face du monde. Par contre, dans certains types d'accidents sévères, plutôt ce qu'on appelle le classe 3, ça permet d'améliorer ce qu'on appelle le ballooning, c'est-à-dire en gros de maintenir une capacité à refroidir le cœur plus longtemps que prévu. Voilà. Et donc ça, c'est ce temps qui est gagné, qui est de la marge quelque part qui est offerte à l'exploitant. Gaia, j'en parlais tout à l'heure, c'est quand même aussi une grille un peu particulière qui, en conditions sismiques, se déforme moins que les grilles actuelles, permet là aussi de garantir une insertion des grappes pour garantir là aussi l'arrêt du réacteur et ensuite son refroidissement. Donc c'est la combinaison des deux qui aujourd'hui est un produit en pointe sur le marché US. Je pense que la tendance en général suit, donc en Europe on commence à en parler pas mal aussi. Le SMR, j'en ai parlé. Et en haut à droite, vous voyez un drapeau un peu particulier. C'est effectivement, c'était l'année dernière pendant WNE, le fait qu'on va s'implanter en Angleterre. Parce qu'aujourd'hui, on est détenteur des contrats existants après l'arrêt effectivement des AGR. Hein, globalement, on a les contrats de Sizewell B, le contrat des EPR. C'est donc les contrats existants aujourd'hui. Donc, on conçoit que c'est important pour nous d'être capable de produire là aussi domestiquement en UK, sachant qu'on va les accompagner sur Sizewell C. On espère effectivement très vite le démarrage du financement de ces tranches-là. Et il y a d'autres tranches à arriver. Et puis, il y a aussi une volonté du gouvernement anglais de faire beaucoup de SMR, beaucoup de choses, y compris d'ailleurs du HALEU. Donc, on voit bien que tout le monde s'y met. Donc, on souhaite être présent, effectivement, pour accompagner le mouvement. Et encore une fois, on conçoit ça comme étant une responsabilité de notre part d'être présent pour alimenter le parc étant les seuls dépositaires, globalement, des contrats actifs dans quelques années. Et puis là, pour terminer, puisqu'effectivement, on regarde encore un peu plus loin. Alors, je ne vais pas commencer en haut à gauche parce que ça, c'est la particule triso qui fait toujours rêver tout le monde en parle. Je reviens sur des basiques, sur le fait qu'effectivement, tous ces réacteurs, et on souhaite les accompagner, hein, c'est donc ce qu'on a appelé notre hub, Advanced Fuel Technology for Advanced Reactors. Hein. Donc, en gros, on considère qu'on a une responsabilité de fournisseur, de technologie, d'alliage, de certaines capacités de fabrication pour accompagner effectivement tous ces types de développement. Mais encore une fois, il faut des alliages pour faire des gaines de combustible. Voire même pour les fast breeders dont on parlait, enfin les réacteurs rapides, pardon. Là aussi, on a cité Montbard. Il faut savoir que c'était une entité de fabrication Vallourec, tubes sans soudure. En fait, c'est une usine qu'on a rachetée il y a quelques années, qui nous sert à faire les tubes pour les générateurs de vapeur. Mais c'est aussi cette usine qui a servi à faire les gaines, enfin on s'appelait les aiguilles à l'époque, mais les gaines, effectivement, des aiguilles pour Phoenix, Super Phoenix.
Donc on a aussi cette capacité à mettre à disposition des alliages, des capacités métallurgiques pour fabriquer à nouveau un certain nombre de choses. Alors évidemment, ce n'est pas encore des cœurs complets, mais en tout cas, les échantillons, les premiers qu'il faudra fabriquer, il faudra bien des usines pour les faire. On a cité aussi Paimboeuf avec les capacités PVD, mais en réalité, c'est toute une chaîne qu'on appelle tubing line qui est capable de faire des tubes sans soudure, parce qu'en général, quand on a une soudure, ça se passe un peu plus mal que là où il n'y en a pas. Donc le but du jeu en général pour les gaines combustibles et les tubes de générateurs de vapeur, c'est qu'il n'y ait pas de soudure. Et j'ai cité aussi le SiC, carbure de silicium, parce qu'effectivement, quand on commence à regarder très très loin, c'est un matériau qui a beaucoup de vertus. Ce n'est pas encore complètement industrialisé, on en est bien conscient, mais on a des capacités à faire pour accompagner effectivement un certain nombre d'initiatives. Ce qu'on voit juste un peu en bas, là, le design un peu étrange, là, torsadé, en réalité, c'est des capacités qu'on a en Allemagne de fast prototyping ou de composants de combustible. Ce qu'on voit là, c'est un filtre anti-débris qu'on met en fait sur l'embout inférieur et avec une géométrie très particulière qu'on peut essentiellement fabriquer par additive manufacturing. Donc, comme tout le monde, on fait de l'additive manufacturing. Et là, c'est des capacités aussi qu'on a pour accompagner un certain nombre d'initiatives et fabriquer effectivement des choses un peu étranges. En bleu, je ne reviendrai pas dessus, mais on a des capacités d'ingénierie et de licensing, enfin en gros faire des études de sûreté, de démonstration de la sûreté des combustibles en réacteur, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, que ce soit d'ailleurs à Lynchburg sur la côte est ou à Richland sur la côte ouest. Elles sont très sollicitées. On essaye très clairement de ne pas se faire piquer les ressources par tous les uns et les autres aussi, parce que par moments, c'est un peu le sport favori en ce moment. Donc on essaie quand même de travailler intelligemment les uns avec les autres, éviter de se faire piller, ça c'est important. Mais on considère qu'on a effectivement un rôle à jouer pour accompagner. Et l'accompagnement, on l'a vu tout à l'heure, effectivement aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'argent sur la table. Et donc sur notre site de Richland, on est déjà sur le LEU+, donc ça ok, c'est pour l'aujourd'hui. On se présente, nous aussi, sur le HALEU, alors pas sur la partie enrichissement, évidemment, mais sur la partie déconversion, sur la partie métallisation. On se présente aussi sur le TRISO. On a signé un partenariat l'année dernière avec USNC, qui est un des designs avancés, on va dire, c'est ultra safe, un type de réacteur, effectivement, où ils mettent des particules TRISO, elles-mêmes dans une céramique, ce qui fait qu'en gros, ça fait 2 barrières très, très résistantes en cas d'accident sévère. Et donc, on commence à équiper l'usine pour fabriquer des premières particules TRISO avec de l'uranium, sachant qu'ils ont leur propre prototype, mais qu'ils ne sont pas capables encore aujourd'hui de le faire avec de l'uranium à 5% et encore moins avec de l'uranium à 20%. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc, on a des capacités de fabrication additive. Alors, je ne l'ai pas cité à Romans. On a quelque chose qui est assez unique aussi, c'est qu'on fait de la fabrication additive avec de l'uranium. Donc, il faut amener de la densité, il faut amener effectivement un peu plus d'uranium. Et l'UMO peut être une capacité à le faire. Et on a des capacités aujourd'hui à faire de la fabrication additive directement des combustibles en question en UMO avec de l'uranium à l'intérieur. Pour l'instant, c'est de l'uranium appauvri, mais on peut le rentrer dans l'installation CERCA et faire avec de l'enrichissement jusqu'à 20%. Et puis, je terminerai avec une capacité en bas à droite qui est vraiment très importante. À Ugine, ce n'est pas forcément très connu. On a un centre de recherche qui fait de la modélisation de fusion, puisqu'en fait, à Ugine, on a des fours de fusion à arc, en fait, sous vide, qui s'appellent des fours VAR, qui permettent de faire de l'affinage de zirconium, de titane, d'inconel ou d'autres types de métaux. Et puis ensuite, après, on a une forge aussi à Ugine. Et puis ensuite, après, derrière, on a la mise en œuvre pour faire soit des matériaux plats, comme à Rugles, soit les tubes, comme à Paimboeuf. Et on a une forte capacité de modélisation de ces alliages avancés, des alliages de demain. Et donc, c'est l'ensemble de tout ça, finalement, qu'on met à disposition d'un certain nombre d'initiatives. Encore une fois, avec une volonté de coopérer et pas de se faire piller, je l'ai dit, mais ça fait quand même vraiment partie du débat aujourd'hui. Mais on est vraiment là pour vous aider, l'ensemble des initiatives, avec des moyens existants, et pour vous faire gagner du temps aussi, puisque finalement, faire une installation nucléaire de base, j'ai bien eu Dominique tout à l'heure qui demandait à tout le monde d'aller plus vite, mais malgré tout, ça prend du temps, il faut être réaliste. Et quand il y a des installations qui existent, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de les adapter pour offrir effectivement des services et des capacités à ceux qui ont envie de développer quelque chose. En tout cas, nous, on est là pour accompagner. Voilà ce que j'avais à vous dire, en tout cas pour aujourd'hui, demain, et ça, c'est presque l'après-demain, mais avec des actions qu'il faut faire dès aujourd'hui. Merci Lionel. Donc on va finir le tour de table par l'intervention de Stéphane Sarade. C'est clair que pour accompagner tous ces développements de nouveaux réacteurs et de cycles associés, il faut de la R&D. Des études, des codes, des moyens d'essai. Et voilà, Stéphane va nous donner la vision du CEA sur le support à ces développements. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'abord de m'avoir invité à contribuer à cette table ronde. Et moi, je suis très, très heureux de partager avec vous. Oui, effectivement, donc je vais vous parler un petit peu de la vision CEA. Et puisque la thématique était liée aux besoins et à imaginer un futur, alors comme disait Saint-Exupéry, le futur, on ne va pas le prévoir, on va essayer d'abord de le rendre possible. Et pour le rendre possible, c'est identifier quels seront les nouveaux besoins. Alors ça a été très largement dit, et comme je suis le dernier à passer, ça a été très 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 bien dit, donc je ne vais pas y revenir. Mais je voulais quand même faire un point sur les nouveaux acteurs, les acteurs émergents, puisque nous sommes à la fin on va dire de la phase 1 de l'appel à projet France 2030. Et je pense que c'est intéressant de voir un petit peu quels sont l'ensemble des nouveaux acteurs, acteurs lauréats, donc et éligibles au financement. Donc on voit que très clairement, les réacteurs à neutrons rapides, alors refroidis soit au sodium, soit au plomb, arrivent effectivement avec 3 projets que vous connaissez, donc Nucléo pour le plomb et Hexana et Autrera pour le sodium. On voit aussi dans un autre niveau de maturité, j'y reviendrai tout à l'heure, l'arrivée de nouveaux acteurs autour des réacteurs à sel fondu, avec Narea, Torizon et Stellaria. Et puis, nous avons aussi les réacteurs à haute température avec Jimmy Energy et Blue Capsule, avec notamment cette vision de produire autre chose que de l'électricité. Là aussi, on va y revenir. Un réacteur calogène à eau, donc là, c'est purement un réacteur donc, type SMR calogène. Et puis, on trouve aussi, et je les ai cités parce que c'est important aussi de les avoir en tête, 2 projets autour des réacteurs de fusion. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir cette typologie de nouveaux acteurs. Alors ce que l'on peut tirer comme premier enseignement, alors nous au CEA, pourquoi on commence à tirer ces enseignements, c'est que depuis 2 ans, à la demande de l'État et en tant qu'organisme public de recherche, nous avons été amenés à accompagner plus que ces projets. C'est environ 18 projets et 18 porteurs de projets que nous avons rencontrés de manière à les accompagner. Alors les accompagner en phase 1, c'était pour qu'ils puissent déposer ces dossiers à France 2030. Et nous les avons challengés. Et cela ne vous surprendra pas, beaucoup de projets sont venus nous voir avec des notions de réacteurs. Et quand on leur posait la première question de cycle du combustible, on sentait qu'on n'avait pas le même niveau de profondeur dans le sujet, dans le projet tel qu'il était présenté aux investisseurs potentiels en particulier. Donc ça a été aussi notre rôle de les accompagner dans cette notion à la fois, donc, bien sûr, de réacteur, mais surtout de cycle du combustible et aussi de licensing et de nécessité d'amener ces projets au niveau de futurs réacteurs. Donc ça, c'est quand même un point important. Ce qui est important aussi, c'est qu'assez rapidement aussi, ces projets se sont positionnés bien au-delà de l'électricité. C'est-à-dire que ces projets, et ça a été dit par Marion, il ne faut absolument pas les considérer comme étant, on va dire, concurrents des réacteurs de puissance. Ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. Je pense plutôt à une très grande complémentarité avec ces projets. Pourquoi ? Puisque l'histoire géopolitique récente nous a montré la nécessité d'être souverain et de maîtriser les coûts, alors les coûts de l'électricité, mais je dirais aussi que si on veut être en capacité de sauver une industrie française ou européenne, c'est être aussi en capacité de produire de la chaleur décarbonée, de produire demain de l'hydrogène décarboné, de l'eau potable, et vous le savez aussi, demain et après-demain, des molécules de synthèse et des e-fuels, donc des carburants de synthèse, notamment pour l'aviation. Et donc ces projets-là se sont positionnés assez naturellement comme étant des solutions de décarbonation offertes aux industriels, gros consommateurs d'énergie, énergie électrique, mais aussi énergie thermique. Je pense aux aciéries, je pense à l'automobile, je pense aux data centers. Et je crois que c'est important d'avoir ces éléments en tête, puisqu'ils vont aussi contribuer très fortement à la décarbonation de nos usages et de notre industrie. Alors ça, c'est la vision, je dirais, des réacteurs innovants. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure aussi. On pourrait rajouter, bien sûr, le projet Neward en termes de SMR comme aussi un nouvel acteur, mais avec, je dirais,
un time to market qu'on peut imaginer plus rapide, puisqu'on va utiliser des combustibles et des solutions qui sont déjà déployées. Alors si on revient sur la R&D et sur la vision du CEA dans la R&D, puisque ce qui est important, c'est de toujours associer la notion de réacteur avec la notion de cycle du combustible. La vision du CEA pour la fermeture du cycle, elle est portée sur 2 grands axes en termes de R&D. Le premier axe, c'est bien sûr le développement et de continuer le développement des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, puisque pour nous, on considère que c'est la solution la plus mature technologiquement. Alors pourquoi on le pense et pourquoi beaucoup de personnes l'imaginent, c'est que si on regarde, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement, il y a plus de 500 années cumulées de fonctionnement de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium dans le monde. Donc on est vraiment sur des choses qui ont été déployées. Bon, bien sûr, côté CEA, il y a historiquement Rhapsody, mais il y a eu ensuite Phoenix, Super Phoenix, Astrid. Donc un grand nombre de compétences qui ont été acquises et qui ont été mises en œuvre. Alors, avant qu'on me pose la question qui pourrait venir tout à l'heure, avec l'arrêt du prototype Astrid, ça ne veut pas dire qu'il y a eu l'arrêt de la R&D sur la 4e génération dans le cadre du CEA, puisque l'ensemble de la R&D que j'évoque là est porté dans le cadre du programme Génération 4 qui est au sein de ma division. Et donc nous continuons bien évidemment à travailler sur ces sujets. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes étapes à franchir, notamment en termes de coûts, puisque les études actuelles montrent que les réacteurs neutrons rapides refroidis au sodium ont un coût qui est supérieur à celui des réacteurs du parc actuel. Alors c'est lié à beaucoup de sujets techniques, notamment à la grande quantité d'acier qui est nécessaire qui sera mobilisé dans ce type de réacteur. Les grandes étapes, c'est aussi associer bien sûr le cycle, c'est-à-dire que oui, il faudra fabriquer des réacteurs et des démonstrateurs, mais il faudra aussi, ça a été très largement évoqué, donc je vais y passer rapidement, c'est-à-dire passer de capacité d'une 20aine de tonnes par an que nous avions sur la chaîne Super Phoenix à plusieurs centaines de tonnes par an. Donc ça veut dire en termes de développement, de déploiement d'outils industriels et de leur validation, c'est assez important. Et puis, ces combustibles usés qu'il conviendra de retraiter, mais là aussi, il faudra passer de capacités que nous avons connues de l'ordre de 5 tonnes par an sur l'APM à plusieurs centaines de tonnes par an. Donc, vous imaginez aussi cette nécessité donc, de déployer, de valider et de déployer des outils industriels qui permettront de boucler l'ensemble, produire des combustibles, les utiliser en réacteur et ensuite les retraiter. Le second axe sur lequel le CEA travaille, c'est la typologie de ces réacteurs à sel fondu. Alors là, on est dans un niveau de maturité qui est complètement différent, puisque, sauf erreur de ma part, il y a eu dans le monde qu'un seul réacteur qui a fonctionné aux États-Unis pendant 18 mois sur ce mode-là. Donc on n'est pas du tout au même niveau de développement et de maturité en termes de TRL. Donc c'est un concept qui est très différent et qui est extrêmement enthousiasmant, puisque les sels fondus, ce sont à la fois des combustibles et le fluide caloporteur. Donc il n'y a pas de fabrication de combustible solide ni de gaine, et que ces configurations-là sont des configurations qui permettent d'imaginer l'utilisation des combustibles de manière la plus optimisée. Et on imagine aussi que pour la transmutation des actinides mineurs, ce type de réacteur pourrait présenter beaucoup d'avantages. Alors bien évidemment, c'est très enthousiasmant, mais il y a aussi un certain nombre de verrous scientifiques et techniques à lever, avec le comportement des matériaux de structure dans ce cadre-là, la maîtrise de la réactivité du cœur, puisque vous comprenez que nous sommes sur un cœur qui va être formé de combustible liquide, en particulier du PuCl3. Donc vous voyez qu'il y a cette notion de maîtrise. Donc les procédés de traitement des gaz et des sels, avec tout ce qui va concerner la physico-chimie, le comportement de ces sels en réacteur, la gestion et le recyclage en lien avec le fonctionnement donc, des matières et des déchets, la maîtrise des rejets gazeux, bien sûr.
Et puis, il faudra, en plus de tous ces développements, aussi imaginer, ça ce sont les discussions que nous avons avec nos collègues d'Orano en particulier, sur la nécessité de développer des outils de fabrication pour ces futurs sels combustibles. Et c'est la raison pour laquelle, dès France Relance, puisque c'est un projet France Relance, qui est devenu un projet France 2030, nous avons proposé, dans le cadre d'ISAC, donc un consortium où vous retrouvez donc le CNRS, Orano, EDF, Framatome et le CEA, où nous avons obtenu des financements de manière à pouvoir commencer à aborder ces sujets de corrosion, ces sujets de comportement des sels et de physico-chimie des sels. Et ces études-là préfigurent ce que nous allons mener aussi en lien avec les startups, puisque je terminerai avec ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les startups lauréates étaient fondées au moment du dépôt du dossier à demander un soutien et une aide du CEA sur certains sujets. Toutes ne l'ont pas fait, mais une grande majorité l'ont fait. Et nous sommes à l'heure actuelle en phase de contractualisation avec l'ensemble de ces startups pour pouvoir coordonner, ordonnancer et mutualiser, lorsque c'est possible aussi, un certain nombre de R&D à leur profit. Voilà, j'en ai terminé, Cécile. Merci à tous. Donc après ce tour d'horizon, et je pense compte tenu du temps, on va passer directement aux questions de la salle. Tu peux y aller, des questions au fond? Oui, bonjour, François Marcella de DFUTO. Donc j'ai deux questions pour Orano. Donc pour la construction des nouvelles usines, est-ce qu'il est prévu de récupérer certains produits de fission tels que les platinoïdes, et puis ensuite, qu'en est-il du zircaloï des gaines combustibles qui est considéré comme un déchet jusqu'à présent? C'est bon. Alors aujourd'hui, dans la conception des nouvelles usines, comme je l'ai dit, on part de notre socle de base, le besoin d'EDF. Néanmoins, on est bien conscient que le combustible nucléaire usé contient énormément d'autres matières, quand je dis hautes, c'est autre que l'uranium et le plutonium, qui sont valorisables et qui présentent un intérêt majeur pour la société. Effectivement, il y a les platinoïdes, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Il y a encore de la R&D à faire, et ça, on y travaille dès aujourd'hui pour voir quels pourraient être les cas d'application, quel pourrait être le business model associé à la valorisation de ces matières-là. Mais néanmoins, comme le disait Stéphane Sarah tout à l'heure, on veut le rendre possible si on le souhaite. Et donc, on a vraiment, notre approche a été, non, on n'anticipe pas des investissements dans cette nouvelle usine. Néanmoins, on se réserve la capacité, la potentialité de pouvoir faire. Ça veut dire concrètement, on réserve des espaces. On a identifié à quelle zone du procédé éventuellement il faudrait permettre des ateliers ou implanter des équipements pour que si le marché se confirme, parce qu'on est quand même sur des horizons de temps qui sont très lointains, donc ça peut encore évoluer. Si le marché se confirme, si la R&D avance et si tout ça progresse bien, pouvoir être en capacité, le moment venu, de mettre en place ces procédés. Après, aujourd'hui aussi, on est encore en train de lancer des études, on est encore très en phase amont. On a un peu le temps, pour voir maturer les choses, mais on préserve la possibilité de le faire. Et la deuxième partie de la question concernait... Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, sur tout ce qui est valorisation des gaines zircaloï, il y a déjà des projets qui sont en cours, parce que des gaines, c'est pas un problème du futur, c'est presque déjà un problème de maintenant où on peut envisager de faire des choses. Donc également, on a des projets de valorisation où il y a des actes de R&D qui sont en cours pour voir dans quelle mesure on pourrait développer ces procédés pour améliorer la circularité. C'est vrai qu'on parlait, la conversion des actifs mineurs pour réduire la radiotoxicité des déchets. L'autre catégorie des déchets de haute activité qui vont à CIGEO, c'est les gaines en zircaloï. Et dans quelle mesure on pourrait éventuellement les recycler. Après, je pense que par contre, ces procédés-là, ils sont encore en phase très amont. Et ça me semble un peu prématuré. En tout cas, ce n'est pas une option qu'on envisage à court terme ou d'implanter dans nos usines. Peut-être après, à plus long terme, il faut voir en fonction de l'avancée des procédés.
Bonjour, Nicolas Trosino du CEA. Mais je vais plutôt parler en tant que jeune diplômé et tout frais membre de la communauté nucléaire. Dans la première slide de Julien Garel, il y avait le parc nucléaire en gigawattheure électrique. En gigawatts électriques. Et en fait, Stéphane Sarad a bien introduit la question du calogène, et notamment qu'on avait pu voir dans la SNBC dans la première table ronde. Est-ce que si on veut décarboner massivement la chaleur, on n'aurait pas besoin de nucléaire pour décarboner cette chaleur, donc ça n'introduirait pas de nouvelles capacités nucléaires, et d'où la question, est-ce qu'une pareille ouverture de capacité nucléaire pour la chaleur serait de nature à remettre en question les stratégies notamment d'Orano et de Framatome pour les capacités de retraitement, de fabrication de combustible, et ou pour EDF? Est-ce que ça serait de nature à changer un peu le graphique que vous aviez proposé en première slide avec les répartitions technologiques jusqu'à 2100? Merci beaucoup. On va peut-être répondre avec Stéphane. Sur cette question-là, effectivement, ce qu'on a fait dans les réflexions, on s'est limité, si je dois dire comme ça, à la production, à la consommation d'électricité. Donc on est bien sur, j'exagère un petit peu, un parc à 350 ou 370 TWh, on tire droit. Et qu'est-ce que ça donne d'un point de vue technologie? Bien entendu, c'est là où vous avez tout à fait raison, et c'est tout le propos de Stéphane. Là, on se concentre sur la production d'électricité. Bien entendu, la décarbonation des secteurs industriels, on a essayé, on a bien vu que d'un point de vue chaleur, c'est un sujet qui est absolument critique. Pour tout vous dire, j'avais une filiale sur les cogénérations, donc je connaissais bien les problématiques industrielles. Et le fait est, c'est que oui, il y a des opportunités. Est-ce que ce sera des quantités absolument majeures? C'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que l'Allemagne va valider le fait qu'ils ont envie d'avoir de l'hydrogène ou du produit de synthèse à hauteur de 700 TWh? C'est une grande perspective, et je trouve que c'est vraiment très bien ce qui est fait côté CEA, c'est d'ouvrir plutôt les technologies et d'avoir plusieurs pilotes et finalement plusieurs cordes à notre arc afin d'assurer la décarbonation sur les secteurs industriels qui ne sont pas tous pareils. Donc une technologie ne pourra pas répondre à tous les besoins de décarbonation du secteur industriel dans son ensemble. Voilà, Valérie, j'ai une question. Donc, je comprends que pour le programme France 2030, les combustibles sont sur le chemin critique, alors peut-être pas sur toutes les technologies. Je crois comprendre qu'on a un combustible qualifié pour les RNR-NA. Est-ce qu'il a été qualifié longtemps, il serait encore qualifié aujourd'hui? Est-ce qu'il fonctionne sur les RNR au plomb? Et encore dernière question, est-ce qu'on a aujourd'hui les installations de recherche dont on a besoin pour faire les qualifications de combustible? Est-ce qu'on les a encore? Alors, donc la première partie de ta question sur les combustibles RNR, donc est-ce qu'ils sont validés et qu'est-ce qu'ils sont utilisables, ça, je serais incapable de te répondre à l'instant T, puisque je pense que le travail qui a été engagé, notamment par les startups avec lesquelles nous travaillons, c'est justement d'imaginer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Avec notamment ce qui existe en termes de combustible type Superphénix ou autre. Hein. Donc tout ça, ce sont des... Mais ça, je ne vais pas répondre à la place des startups, puisque c'est leur travail de regarder, avec notamment les grands donneurs d'ordre, quels sont les combustibles qui pourraient être utilisés ou réutilisables. Et ça, je dirais, ce n'est pas notre élément. Le second point que tu évoques, ce sont les installations. Alors, les installations de fabrication de combustible sur la 4e génération, on n'en a jamais eu développé, déployé de manière importante, puisque ce qui était vraiment prévu, c'était de travailler sur des faibles quantités. Donc oui, nous avons mis dans le schéma directeur des installations que l'on imagine, nous, côté CEA, nécessaires pour la filière, un certain nombre d'installations qui justement permettront de travailler sur les RNR-NA, en particulier tout ce qui va être de nouveau thermohydraulique et comportement à long terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais concernant les RNR au plomb, là, il faudrait que tu poses la question directement. Peut-être juste pour dire, c'est que nous avons mis dans cette feuille de route des installations dédiées au soutien aux startups en les mutualisant
Et tu vois bien que certaines installations vont nous permettre de continuer à travailler ou d'approfondir les thématiques que nous avons. Bonjour, Sébastien Julien, l'Express. J'ai une question concernant un slide qui a été montré tout à l'heure et qui nous dit qu'on pourrait avoir un démonstrateur RNR aux alentours de 2050. Ma question est, est-ce que c'est un délai raisonnable? À vous écouter, les RNR ont plein d'avantages. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller un peu plus vite sur ce démonstrateur RNR? Oui, donc ça c'est une grande question, mais je laisserai peut-être Vincent, ce qui va en parler dans la conclusion. Certes, d'un point de vue Gen 4, il y a des avantages et on voit qu'on recherche la fermeture du cycle. Ça nécessite des travaux, c'est des temps qui sont quand même longs. On a des priorités industrielles au jour d'aujourd'hui, notamment avec les EPR2, et donc on a besoin aussi de séquencer les travaux qui sont faits dans la filière. Donc, est-ce qu'il y a une urgence à travailler tout de suite maintenant? Peut-être pas, mais est-ce qu'on a besoin d'accélérer et d'avoir cette capacité à faire des démonstrateurs peut-être un petit peu plus tôt, quand on disait de la deuxième partie du siècle, sur 2050-2060, oui, ça sera le bon timing. Voilà. Oui, c'est effectivement ce qu'on a collégialement mis en œuvre, mais je pense que vous avez bien compris que ce n'est pas forcément qu'une décision technique, c'est aussi une décision industrielle et c'est aussi une décision politique. Donc voilà, donc je crois qu'il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Nous, notre objectif, c'est de rendre ce futur, de maintenir ce futur possible. Alors on parle beaucoup d'installations, de réacteurs, de démonstrateurs. Moi, j'aimerais aussi que l'on pense aux personnes, dans la mesure où, à titre très très modeste au CEA, nous avons à être attractifs, nous avons à faire venir la jeune génération travailler sur ces sujets-là. Et c'est aussi un chantier très important pour nous, parce que oui, on aura besoin de ces compétences-là, quel que soit l'horizon de temps qui s'ouvre devant nous. Juste, excusez-moi, c'est encore moi, mais ça va être rapide. Les actinides mineurs que vous parlez, qui sont les déchets, curium et autres saloperies, ils sont produits, sauf erreur de ma part, par de plutonium. Donc quand vous recyclez le plutonium, vous augmentez le nombre d'actinides mineurs. C'est ce qui se passe en faisant du multirecyclage de plutonium. Donc bref, bon, les chiffres sont là, mais ce n'est pas la peine. Vous multipliez par 4, en faisant du multirecyclage par 4, les déchets que vous voulez détruire après. D'accord ? Alors quelle est la logique dans ça, sachant que le plutonium, pour l'instant, ce que l'on cherche à faire, c'est de mettre à la caisse d'épargne pour démarrer les RNR plus tard. Donc si vous mettez à la caisse d'épargne, mais en plus que vous le dégradez et que vous le pourrissez, quel est l'intérêt de la stratégie ? Bon, voyez, on se précipite sur ta question, Dominique. C'est qu'elle est sûrement importante. Je crois que tu es en train d'opposer le MREP avec le déploiement des réacteurs de 4e génération type RNR-NA. En disant que l'un va oblitérer l'autre, parce qu'on n'aura plus de plutonium pour déployer, et aussi que ce qu'on va faire à l'heure actuelle ne pourrait pas avoir d'intérêt du point de vue des actinides mineurs. Je pense qu'il faut que tu vois le continuum qu'on essaye de bâtir autour de ça. Tu vois, il n'y a pas une nécessité de dire on va passer directement à un réacteur de 4e génération et en abandonnant tout ce qu'on a fait sur le multirecyclage. Pour moi, je le vois vraiment dans une continuité. Et c'est pour ça que les opposés à l'heure actuelle et tous les scénarios que l'on fait, notamment dans le cas de MREP, c'est justement des scénarios qui ne vont pas oblitérer le déploiement des réacteurs de 4e génération. Parce que là, tu aurais raison, ça n'aurait aucun sens de le faire. Donc tout ce que l'on développe est dans ce mode-là de continuum. Et je pense que maintenir des compétences sur le multirecyclage dès maintenant, à travers le multirecyclage en REP, est pour moi un point très important d'un point de vue CEA. Pour compléter, dans la progressivité, comme le mentionnait Stéphane, le multirecyclage en REP va nous conduire à multiplier les flux de plutonium d'un facteur 3 à 4 dans le cycle. Le RNR d'un facteur 9.
C'est presque une étape indispensable pour monter en compétence les usines du cycle et réussir à gérer ces quantités accrues de matière sans amputer la capacité de pouvoir déployer les RNR quand le contexte, l'économie, le modèle et quand le moment sera venu de les déployer. Il ne faut absolument pas opposer les deux sujets. Et je vais juste compléter en tant que formatome, ça peut paraître curieux parce que j'ai pas grand-chose à voir dans le débat, mais dans ma carrière, j'ai fait un peu de retraitement et un peu de MOX pendant 20 ans. Et sincèrement, c'est quand même pas une bonne idée d'arrêter ce genre de technologie. Parce qu'après, on peut faire des débats d'experts sur quelle est la meilleure filière. J'entendais tout à l'heure le fait de dire oui, mais il y a une filière qui va remplacer l'autre. En général, ça s'empile et ça continue. Parce que quand on démarre un EPR aujourd'hui, c'est au moins pour 60 ans, voire 80. Donc je ne suis pas très inquiet sur les combustibles d'aujourd'hui. On en fera encore pendant 80 ans. Mais perdre la main sur savoir séparer du plutonium, savoir le mettre en œuvre, savoir fabriquer du combustible avec ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'arrêter. On a déjà essayé effectivement sur les réacteurs. Quand on s'y remet au bout de 20 ans, on a un peu de mal. Donc je pense que ça au moins on peut le garder comme enseignement. On va clore cette... je suis désolée, je pense qu'on peut en parler de ce sujet pendant très longtemps. Bon, allez, ouais. C'est la dernière parce que... On est pas ça. Oui, on y pense très fort. Donc, ce que j'ai montré, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, on a signé avec une start-up qui s'appelle USNC aux États-Unis, avec du financement associé, pour refaire une ligne TRISO aux États-Unis. Évidemment, la question va se poser, oui, mais alors en Europe, en France, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on est là pour y réfléchir avec un certain nombre de partenaires. Et on a su faire par le passé, entre le CEA, CERCA, ils faisaient déjà quelque chose, notamment sur les compacts. Donc c'est des choses qu'on remet au goût du jour, on va dire, sur lesquelles on se relance. Donc l'idée est là, oui. Merci beaucoup à tous. Donc, juste un point, se posera la question de la retraitabilité des combustibles TRISO. Donc voilà, donc c'est pour ça que les gens qui font ce choix-là aussi, il faut qu'ils fassent ce choix en intégrant la totalité du champ des contraintes, notamment aussi qu'est-ce qu'on va faire du combustible usé. Merci beaucoup à nos formidables intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Je pense que Guillaume l'a dit au début, une convention, c'est un kick-off. Ça veut dire que ce sont des sujets qu'on va continuer à couvrir pendant de longs mois. Et pour conclure donc, cette convention, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Berger, le haut-commissaire à l'énergie atomique. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup Valérie pour me donner l'opportunité de conclure cette matinée. Et puis bravo pour l'organisation aussi et la qualité des plateaux et des intervenants que nous avons eus ce matin. Alors je vais essayer d'aller vite, on est un tout petit peu en retard. Si on cherche à conclure en une phrase, si vraiment on veut une conclusion en une phrase, ce que j'ai retenu de ce matin, c'est qu'en France, on ne manque pas d'uranium à court et à moyen terme. Et il y a eu beaucoup d'interventions, notamment Jean-Michel qui nous a expliqué la diversification, les stocks, la supply chain qui permet à tout ça de fonctionner. Et on a un certain nombre de lignes de défense en cas de pénurie, non pas d'uranium sur le plan économique ou géologique, mais disons en cas de crise, s'il y avait des pays qui venaient à disparaître sur le marché. On a un certain nombre de lignes de défense, l'uranium naturel. On n'a pas parlé du combustible sur étagère, on en a aussi. L'uranium appauvri, qu'on peut réenrichir, ou l'uranium recyclé, qu'on appelle dans notre jargon l'uranium de retraitement. Alors je compare parfois ces trois catégories en disant que l'uranium naturel, c'est notre compte courant. L'uranium recyclé ou de retraitement, c'est un livret A. Et l'uranium appauvri, c'est une assurance vie parce qu'on sait qu'on s'en servira beaucoup plus tard. Donc voilà. Alors après, on peut s'en servir un peu au gré. C'est un peu comme un père de famille ou une mère de famille qui gère ses comptes. On peut prendre sur le livret A ou pas, selon nos besoins, et on voit qu'on est robuste. Alors si on essaie d'aller un peu plus loin, au-delà de cette phrase, en France, on ne manque pas d'uranium à court et à moyen terme, c'est-à-dire si on va plus loin, c'est et en Europe et à long terme. Alors en Europe, c'est pas tout à fait aussi simple, quand même, parce que tout ce qui a été décrit n'est pas aussi résilient. Et puis évidemment, c'est très important parce que d'abord, nos économies sont liées, nos destins sont liés.
Et puis aussi, nos réseaux sont liés. Et ça vaut le coup d'en parler un peu parce qu'on a parfois tendance à raisonner très national, alors qu'en réalité, ou par exemple, on a tendance aussi à critiquer les autres pays dans leur choix énergétique, la France versus l'Allemagne, etc. C'est un grand débat. En réalité, on ne parle pas assez de la complémentarité qu'il y a entre les pays et qui est extrêmement importante. Lorsque le parc français a eu un petit coup de moins bien avec les problèmes de corrosion sous contrainte, on était bien content de pouvoir importer de l'électricité, fût-elle allemande, fût-elle charbonnée à ce moment-là, parce que ça permettait quand même aux Français d'avoir l'électricité. Réciproquement, quand le parc repart, on exporte de l'électricité en Allemagne. EDF a fait un très bon bénéfice l'année dernière. Et les Allemands peuvent afficher une décarbonation de leur côté. C'est la première fois où ils montrent dans leur mix électrique que le charbon n'est pas en tête. C'est grâce au nucléaire français. Donc vous voyez qu'il y a une complémentarité entre les deux qui est importante. Et le mix, parfois, il faut le considérer non pas à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Je pourrais aussi citer, par exemple, l'exemple du couple Danemark-Norvège. Quand il y a beaucoup de vent, les Danois, l'électricité, il faut là quand même... ils ont beaucoup d'éoliennes, hein, donc il faut quand même qu'ils donnent leur électricité à quelqu'un. Et ils sont bien contents de la donner aux Norvégiens qui remontent de l'eau dans ces rivières. Et puis, quand il y a un gros anticyclone sur l'Europe et qu'il n'y a plus de vent, il faut quand même que les Danois aient l'électricité et les Norvégiens revendent, alors à un prix un peu plus cher, certes, revendent l'électricité au Danemark. Donc il y a une complémentarité des mix et c'est très important ce qui a été dit sur l'Europe. L'Euratom Supply Agency y travaille, l'Alliance européenne aussi y travaille et on a eu des interventions récentes de la Commission qui montrent qu'il y a une Europe qui est en marche pour consolider la robustesse de l'ensemble de la supply chain et de la résilience des systèmes européens. Alors après, il y a la question du long terme, où donc, on l'a dit, beaucoup d'intervenants ont parlé des réacteurs à neutrons rapides. L'uranium appauvri sera précieux à long terme, et en fait, on le sait depuis le début, depuis les années 1950, il a toujours été dit qu'un jour, on utilisera des réacteurs à neutrons rapides pour valoriser l'intégralité de l'uranium. Alors, il y a eu des épisodes dans l'histoire du développement de cette filière, mais on peut aussi prendre un peu de recul et regarder le sens global de l'histoire. Oui, il y a eu des épisodes parfois politiques, au gré des opportunités, au gré aussi des cours de l'uranium, parce que les RNR étant plus chers, quand on a Fukushima et le prix de l'uranium qui baisse, forcément, on se dit on est moins pressé de développer cette filière, au gré des aléas politiques, fermeture de Superphénix, ou au gré des difficultés financières, report du projet Astrid, par exemple. Donc il y a des événements, mais le sens global de l'histoire, il reste le même. Et en fait, je ne connais personne dans le nucléaire qui ne soit pas d'accord avec ça un jour ou l'autre. Et ça a été dit par les intervenants du CEA, d'EDF, d'Orano, un jour ou l'autre, on construira des réacteurs à neutrons rapides. Et au passage, c'est vrai que quand on regarde les projets d'AMR aujourd'hui et leurs besoins en plutonium, c'est vrai quand même qu'il va falloir faire attention à ne pas gaspiller le plutonium, parce que quand on fait la somme de leurs besoins, alors ils ne se développeront pas tous, mais quand même, les besoins sont absolument considérables. Alors, les questions après qu'on peut engager, c'est d'abord rappeler pourquoi on construira un jour des RNR, pour faire écho à la deuxième table ronde, et puis quand. Alors, pourquoi? Deux raisons. Utiliser notre uranium appauvri, souveraineté, pas pour des milliers d'années pour la France. Les gens qui se sont engagés à parler de leur pays pour 1000 ans n'étaient pas forcément les hommes politiques les plus fréquentables. Mais pour des centaines d'années, pour l'Europe. C'est ça l'ambition, pour construire une souveraineté énergétique de long terme, et aussi, on le dit moins, pour enclencher la transition post-eau pressurisée dans des conditions de propreté maximale, c'est-à-dire avec la quantité de déchets la plus faible possible. Alors, on parle évidemment du fait que les réacteurs à neutrons rapides mangent un maximum de combustible, mais il faut voir aussi, considérer l'arrêt d'un parc. Par exemple, si un jour l'uranium 235 vient à manquer et qu'on fermait sèchement un parc de réacteurs, on se retrouvait avec une montagne de déchets absolument considérable, puisqu'aujourd'hui, on valorise, ou on se met en position de valoriser 96% de la matière. Et donc, il faut développer assez tôt des réacteurs à neutrons rapides, également
pour considérer l'avenir des parcs à eau pressurisée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la table précédente. Il faut l'un avec l'autre les considérer parce que l'avenir des REP, c'est aussi les réacteurs à neutrons rapides pour envisager leur fin qui arrivera un jour. Alors c'est ce qu'on appelle aussi couramment et improprement fermeture du cycle. Alors improprement parce que vous savez qu'il y a toujours quand même des produits de fission à la fin et qu'en gros la masse des produits de fission, c'est en gros la masse des combustibles qu'on a utilisés, puisque la différence, c'est un petit calcul de licence, le E divisé par le carré de la vitesse de la lumière, je ne veux pas être trop long, mais ça ne donne pas grand-chose finalement, même avec 400 TWh, c'est une petite application numérique en licence, 400 TWh divisé par C2, ça ne fait pas grand-chose. Et donc finalement, la masse des produits de fission reste la même. Enfin, on parle de fermeture du cycle, alors quand est-ce qu'on va y venir? Julien a eu le courage de montrer une slide où la génération 4 démarre en 2060, ou peut-être 2055. Bon, il a bien expliqué quand même que tout ça est assez schématique. Alors quand est-ce que ça viendra? Le moment venu. Effectivement, il y a un côté boule de cristal. Pourquoi? Parce qu'il faut que les conditions économiques, géopolitiques, soient réunies. Ce qu'on peut dire, c'est que quand les RNR se développeront, la France ne sera pas la seule à vouloir développer ce type de réacteur, puisque les conditions économiques et géopolitiques seront partagées par d'autres. Et alors, elle sera au tout premier rang pour fournir l'Europe en combustible, grâce à son stock, dont on a parlé, mais aussi grâce à son savoir-faire qui est unique, ça a aussi été dit, grâce à Melox, à La Hague, et grâce à l'histoire, à toute l'histoire du nucléaire français, à toute l'histoire du CEA, et tout ce qu'on sait faire, ce savoir-faire qui est génial et unique au monde, hein, je le dis, et le jour où on voudra lancer des RNR à une échelle européenne, Orano sera le leader mondial et le mieux placé au monde, pour peu qu'on entretient la compétence. Pour peu qu'on entretient la compétence, et c'était tout l'objet du dernier Conseil de politique nucléaire et des décisions du président de la République, Orano sera le leader mondial le mieux placé au monde. On a dit que les Russes savaient aussi faire, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions, peut-être que les nôtres, mais je ne veux pas ouvrir de polémique, mais on a un savoir-faire qui fait l'admiration du monde entier. Quand vous demandez aux Japonais ou aux Anglais, par exemple, ce qu'on sait faire à La Hague, ils peuvent vous répondre. C'est tout à fait extraordinaire. Et ce jour-là, ce sera un avantage décisif. Donc, EDF en parle, le CEA en a parlé, Orano aussi. Le monde change. Alors, quand est-ce qu'on va développer ça? On ne va pas embêter EDF aujourd'hui avec ça. EDF a autre chose à faire. Le sujet numéro 1, c'est la prolongation de la durée de vie des centrales. C'est toujours intéressant de parler des AMR, des projets, des choses du futur, mais le sujet le plus important aujourd'hui pour la France, c'est de prolonger la durée de vie des centrales pour que les Français aient de l'électricité en 2035, en 2040, etc. EDF a aussi des EPR2 à construire, a aussi des projets à l'étranger, des projets de standards européens. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de travail, avec, on l'a dit aussi, des ressources humaines qui sont comptées et qui sont précieuses. Donc c'est évident qu'EDF ne va pas construire un RNR avant 2060. On verra. Mais c'est, disons, pour répondre au quand, ça fait déjà une borne mine à peu près raisonnable. Bon, mais je sais que c'est un sujet sensible, donc je fais attention à prendre des précautions. Et puis tout ça doit aller de pair avec le cycle, et ça a été dit aussi dans l'exposé précédent. Orano a aussi un programme de construction de Melox 2, des bassins d'entreposage pour l'usine UP4 avant 2040, une usine de recyclage UP4, et tout ça va l'amener aussi sans doute largement après 2050. Donc certes, on peut commencer, ça a été dit, par faire une option avec un atelier 10 tonnes peut-être pour faire du MOX, c'est bien pour un démonstrateur, mais pour développer plusieurs réacteurs RNR en symbiose dans un parc REP à partir de 2060, ce ne sera pas possible non plus à cause du développement des usines du cycle. Donc il faut que tout ça soit mis en musique de façon systémique. Ça donne un peu une date minimale. Alors après, il y a la date maximale. Alors ça, c'est plus dur à dire. Et puis, bon, on l'a dit, avant la fin du siècle, peut-être avant. Ce qu'il faut voir, et ça a été dit par Stéphane Sarade, c'est que c'est surtout une décision politique. C'est-à-dire que ça, il faut bien en avoir conscience, parce que derrière ça, il y a un sujet d'aversion au risque. Parce que les sujets de souveraineté,
Au fond, c'est ça le sujet, c'est d'être chez nous avec nos 330 000 tonnes d'uranium qui permettent d'avoir une souveraineté qui est exceptionnelle pour l'Europe. Mais est-ce qu'on a besoin de la souveraineté aujourd'hui? Ça a été dit, il y a de l'uranium. Bon, quel est le risque? Ça, c'est des sujets qui sont compliqués. Ce que j'ai dit au Conseil de politique nucléaire, par exemple, c'était si on vous avait dit en 1910, est-ce qu'il va y avoir une crise des missiles à Cuba? Vous auriez dit, les missiles n'existaient pas, la révolution russe n'avait pas eu lieu. Et pourtant, donc c'est impossible à prévoir. Pourtant, 1910-1962, la durée est plus faible que la durée de vie d'un EPR2. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on se prépare à des crises qu'on ne connaît pas. Il faut être robuste dans un monde très incertain. Il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des crises au XXe siècle et qu'il n'y en ait pas au XXIe siècle. On espère qu'elles seront moins graves, évidemment, mais on ne peut pas tout prévoir. Et donc, du coup, l'appréciation du risque géopolitique et l'aversion au risque, c'est un sujet qui échappe complètement aux technologues et aux scientifiques. C'est un sujet politique. Et c'est pour ça que c'est effectivement une décision qui reviendra au président de la République. Non pas la décision de quand est-ce qu'on déploie un parc, on verra plus tard, mais la décision de quand est-ce qu'on veut être prêt, être en capacité de déployer un parc. Et à partir du moment où, effectivement, le président de la République aura cette vision sur à partir de quand la France veut être prête à déployer quelques réacteurs à neutrons rapides, alors après, là, les industriels et les scientifiques pourront faire un rétro-planning, capitaliser sur le fonctionnement du démonstrateur. Et puis pour faire un démonstrateur, ça prend au moins 10 ans. Et puis pour réfléchir au démonstrateur, ça prend au moins 10 ans. Donc vous voyez que on saura faire un rétro-planning à ce moment-là. Ce seront des points à examiner et à décider par le président de la République lors des CPN à venir. Je voudrais juste une remarque finale que je voudrais faire, parce que ça a été un peu dit. Ça a été dit par Stéphane Sarade. Les AMR, c'est super intéressant, stimulant, nécessaire, ça met beaucoup de dynamisme dans la filière, mais ça ne suffira pas pour le déploiement de futurs parcs de RNR dans l'optique d'utiliser l'uranium appauvri. Ça ne suffira pas, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les contraintes de sûreté des petits réacteurs nucléaires ne sont pas les mêmes du tout que les contraintes de sûreté d'un réacteur de moyenne puissance. Et donc, du coup, ça veut dire que ce n'est pas le même sujet. Ce sont des développements différents pour arriver à la valorisation de l'uranium appauvri souverain. Voilà ce que je pouvais dire pour résumer et conclure en 10 minutes. Peut-être j'ai débordé un petit peu. Merci Valérie. Merci beaucoup. Donc on va clore cette convention. Là encore, je voudrais remercier tous nos intervenants aujourd'hui et puis bien sûr vous tous pour nos questions. Donc la convention a été filmée, donc quand on aura toutes les autorisations, on la mettra en replay sur YouTube, notre chaîne. Et il y aura donc une RGN, qui sera la RGN 2 de l'année, qui seront les actes de cette demi-journée. Voilà. J'en profite pour faire de la pub. Les 2 prochains workshops à venir. Le 15 mai, la section 10, droit et assurance, organise un workshop sur la responsabilité civile nucléaire. Et le 16, la section 4, sûreté, organise une journée sur les doctrines de sûreté. Voilà, à bientôt à tous. Merci.